Sur le papier, il devait mourir en 6 mois. Il avait 20 fois moins de budget que son concurrent. Il était construit sur un champ de betteraves face à la plus grande machine de guerre américaine. Pourtant, 30 ans plus tard, le géant est criblé de dettes. Et le petit village gaulois bat des records mondiaux de rentabilité. Et ce n'est pas un miracle. C'est le plus grand hold-up de l'histoire du divertissement. Voici comment une fourmi a mis un T-Rex à genoux. Voici comment le parc Astérix a survécu face à Disneyland Paris. Pour comprendre l'exploit d'Astérix, il faut d'abord regarder le cimetière qui l'entoure. Si on regarde l'état de la France au début des années 90, le paysage des loisirs ressemble à un véritable champ de bataille. Prenez l'exemple de Mirapolis. Ce parc gigantesque au nord de Paris avec sa statue de Gargantua a été dynamité après seulement 4 ans. L'échec est total. Regardez du côté de Nice avec Zygopolis. Et si je vous montre ces cadavres, c'est pour une raison précise. Astérix aurait dû être le suivant sur la liste. C'était le seul survivant, un tout petit point vert coincé entre les décombres et l'arrivée imminente de l'étoile noire Disney. Tout le monde lui donnait 6 mois à vivre. Pourquoi ? Parce que le rapport de force était une blague. D'un côté, vous avez la machine de guerre Disney avec 22 milliards de francs, l'État et le TGV. De l'autre, vous avez Astérix qui bricole une défense avec seulement 850 millions. C'est un combat perdu d'avance entre une fourmi et un T-Rex. Sur le papier, Astérix est déjà mort. Pourtant, 30 ans plus tard, l'histoire a bégayé d'une manière que personne n'avait prévue. Ce n'est pas le Gaulois qui a plié genou. C'est Disney qui a accumulé des milliards de dettes au fil des ans. C'est Disney qui a dû être sauvé de la faillite par un prince providentiel. C'est Disney qui a frôlé la correctionnelle financière à plusieurs reprises, obligé de mendier de l'argent à sa maison mère pour payer ses factures d'électricité. Pendant ce temps, le petit village gaulois bat des records de rentabilité insolents et vise désormais le top 5 des parcs européens. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas de la chance, c'est une guerre sale, une guerre d'usure, qui a duré 3 décennies. Une guerre faite de coups bas, de grèves, de fromage, de napalm et de montagnes russes en bois. Voici l'histoire de la résistance. Alors, pour comprendre ce miracle, il faut revenir au point zéro. Tout commence avec un homme, Albert Uderzo. Comparé au financier véreux de Mirapolis qui voulait juste faire de la spéculation immobilière, Uderzo est un artiste. C'est un dessinateur de génie, un artisan qui aime son œuvre. Au début des années 80, il se rend aux États-Unis et il y visite Disneyland, en Californie. Et là, il y voit pas des dollars, il y voit de la magie. Il prend une claque monumentale. Et il se dit une chose simple. Je veux que mes Gaulois existent pour de vrai. Je veux marcher dans le village. Mais Uderzo n'est pas fou. Il est lucide. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas lutter avec les armes de Disney. Il n'a pas les milliards de l'oncle Sam. Il n'a pas la technologie de la NASA. Il doit faire du Gaulois. Il doit inventer le système D du parc d'attractions. Le financement est un casse-tête absolu. Les banques françaises sont frileuses. Elles ne croient plus au parc de loisirs après les échecs précédents. Il doit se battre pour chaque franc. La banque Barclays et le groupe Accor finissent par suivre. Mais c'est juste, très juste. On compte chaque centime sur le chantier. On rogne sur le béton pour payer les décors. D'ailleurs, pour toucher les dernières subventions d'État et avoir droit d'ouvrir, le parc doit céder à une exigence politique, une caution éducative. On les oblige à construire la rue de Paris, une zone couverte censée retracer l'histoire de France. Un peu hors sujet avec la BD, mais imposée par le cahier des charges. Pour l'ouverture en 1989, l'équipe sait qu'elle doit frapper fort. Ils ne peuvent pas juste mettre des manèges de fêtes foraines. Ils doivent prouver qu'ils ont une légitimité technique et artistique. Ils préparent une arme secrète, une attraction massive qui doit tout changer. Son nom de code est l'Apocalypse. C'est un dark ride, un parcours scénique ambitieux basé sur les peurs de l'an 1000. Le concept est dingue. On y prévoit des démons mécaniques, des rats géants, des effets de lave, l'enfer sur Terre. C'est l'attraction la plus chère du parc. Mais l'histoire de cette attraction va devenir l'un des plus grands échecs industriels de l'époque. Nous sommes quelques semaines avant l'ouverture. La pression est insoutenable sur le chantier. Les décorateurs travaillent jour et nuit dans le bâtiment mal ventilé. Ça sent la colle, la poussière et la sueur. Ils sculptent d'immenses grottes synthétiques en résine pour créer une ambiance souterraine oppressante. Pour respecter les normes de sécurité imposées par l'État, ils doivent utiliser de la peinture inifugée très chère classée M1. Dans le jargon du bâtiment, M1, ça veut dire ininflammable. C'est la garantie absolue que rien ne peut brûler. Sauf que dans la précipitation du chantier, personne n'a vérifié la compatibilité entre les matériaux. Une erreur de débutant. Une erreur tragique. Et quand ils appliquent cette peinture spécifique sur la résine encore fraîche, une réaction chimique se produit. Au lieu de protéger du feu, le mélange crée une substance hautement inflammable. Et le verdict des pompiers lors de l'inspection finale est sans appel. Si vous ouvrez ça au public, vous ne construisez pas une attraction, vous construisez un four crématoire. À ce moment-là, c'est la catastrophe absolue. L'attraction est condamnée sur le champ.
Le bâtiment restera vide, noir, scellé, comme une verrue radioactive au milieu du parc pendant 14 longues années. Et c'est une perte monumentale pour un budget déjà serré à la gorge. Malgré ce désastre technique, le 30 avril 1989, le parc ouvre quand même ses portes. Sans son attraction majeure. Sans son cœur. Mais heureusement, ils ont Goodurix. C'est pas n'importe quel manège. C'est un méga looping coaster signé Vekoma, le même constructeur que Space Mountain. À l'époque, c'est une arme de dissuasion massive. Il détient le record d'Europe et co-détient le record du monde avec ses 7 inversions. Mais il y a un hic. La conception assistée par ordinateur en est à ses balbutiements. Et tous les calculs de force ne se sont pas passés comme prévu. Résultat, les courbes sont pas lisses. Et le train ne glisse pas, il heurte les rails. Goodurix devient immédiatement célèbre comme une machine à baffe brutale. Il a fini. Un rite de passage douloureux pour les ados que Disney ne peut pas offrir. Et là, c'est le chaos. Mais attention, ce n'est pas le chaos du vide comme à Mirapolis. C'est trop calme. C'est le chaos du trop-plein. J'aime pas trop beaucoup ça. Il est 9h du matin. L'autoroute A1, l'axe le plus emprunté de France qui relie Paris à Lille, est à l'arrêt complet. 20 km de bouchons. Tout est bloqué. Le parc avait dimensionné ses équipes et ses parkings pour accueillir 15 000 personnes. Mais il y en a le double, peut-être le triple qui essaie de forcer l'entrée. Les voitures surchauffent, les radiateurs explosent au soleil, les gens sortent des véhicules, exaspérés. On assiste alors à des scènes totalement surréalistes, dignes d'un film post-apocalyptique. Des familles entières, glacières à la main et poussettes sous le bras, sortent de leur voiture et tentent de rejoindre l'entrée du parc. C'est une invasion barbare au sens littéral. Les Gaulois attaquent leur propre village. Et à l'intérieur, c'est la famine. La logistique a été balayée en 1 heure. La gestion des stocks a été catastrophique. Et à 12h30, c'est la rupture totale. Il n'y a plus de pain, plus de viande, plus de sanglier et les fûts de bière sont vides. Et un visiteur de l'époque aurait même raconté cette anecdote incroyable. Il aurait fait 2 heures de queue pour un sandwich et quand il est enfin arrivé au comptoir, le serveur, les larmes aux yeux, lui aurait tendu une simple feuille de salade flétrie en lui disant qu'il était désolé, mais que c'était tout ce qui restait. Les gens hurlent, ça s'engueule au guichet, c'est bordélique. Et les employés pas assez formés craquent nerveusement. Mais, chose incroyable, ils ne partent pas. Pourquoi ? Parce que c'est Astérix. C'est affectif. C'est comme un repas de famille qui tourne mal. On s'engueule, on crie, mais on reste à table. On peut pardonner à un pote d'être en retard et d'avoir oublié les bières, mais on pardonne pas ça à une multinationale froide. Et ce jour-là, dans la douleur, Astérix a réussi son premier pari. Il existe. Il a une âme. Nous arrivons en 1992, l'année du jugement dernier. L'Empire contre-attaque. Euro Disney ouvre ses portes à Marne-la-Vallée. C'est un rouleau compresseur médiatique. On ne voit que ça à la télé, dans les journaux et dans la rue. Pour Astérix, l'impact est immédiat et brutal. C'est une saignée. La fréquentation en 1992 s'effondre de 30%. Le chiffre d'affaires dévisse de 19%. Le parc vacille. Les banques commencent à suer à grosses gouttes. Tout le monde se demande si ça sera un nouveau Mirapolis, si on doit fermer boutique. Mais Disney a un problème. Un gros problème que personne n'avait vu venir. Son ego. Ils ne viennent pas pour s'adapter à la France. Ils viennent pour civiliser les indigènes que nous sommes. Ils pensent que leur modèle américain est parfait et qu'il suffit de le copier-coller pour que ça marche. Et ils vont commettre une série d'erreurs culturelles tellement énormes qu'on les enseigne aujourd'hui dans toutes les écoles de commerce du monde comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Imaginez la scène. Hôtel Newport Bay Club, le plus grand hôtel du complexe, un monstre de 1000 chambres. Il est 7h30 du matin. Les analystes de Disney dans leur bureau climatisé de Californie ont décrété en regardant les statistiques que les Européens ne mangeaient pas beaucoup le matin. Pour eux, un Français, c'est un café, une clope, un croissant et au boulot. Ils ont donc prévu des cuisines minuscules et très peu de personnel pour le service du matin. Mais la réalité, c'est 2500 clients qui descendent en même temps. Ce sont des Allemands, des Anglais, des Français. Ils ont payé une fortune pour leur chambre et ils veulent rentabiliser. Ils veulent des œufs, du bacon, du fromage, des saucisses, un vrai petit déjeuner. Les serveurs sont en pleurs, débordés par la foule affamée. Les files d'attente pour un simple croissant durent plus de 2 heures. Les gens hurlent dans le lobby. La pénurie est telle que certains visiteurs finissent même par aller se ravitailler eux-mêmes au supermarché du coin. Et une légende tenace raconte même que certains cadres en costume de Disney ont dû courir pour aller acheter du jambon sous vide eux-mêmes. Vrai ou faux, l'image résume bien le désastre. Le rêve américain finit au rayon charcuterie. Et pendant que le géant affame ses clients par arrogance, à 30 km de là, le Gaulois fait l'inverse. Chez Astérix, c'est rustique. Les chaises sont en bois, mais les assiettes sont pleines. On sert du sanglier,
On fait des banquets. Sans le savoir, Disney est en train d'offrir à son concurrent son meilleur argument marketing, la générosité. Astérix devient à ce moment-là le refuge des bons vivants face à la rigueur militaire de Disney. Et encore plus grave, une insulte nationale. Disney applique sa règle américaine stricte. Pas d'alcool. Interdiction totale. Même pas une bière. Mais nous sommes en France, dans les années 90. Ici, le vin, c'est pas un alcool pour se saouler. C'est de la gastronomie. C'est culturel. C'est sacré. Les visiteurs s'installent dans les restaurants victoriens magnifiques. Ils ouvrent la carte pour commander leur repas. Et ils voient pas de vin. Alors ils demandent au serveur si c'est une blague. Et le serveur répond que non, c'est pas une blague. Ça sera de l'eau ou du coca. Et le résultat est catastrophique. Les gens se sentent infantilisés, punis comme des enfants. Le midi, des milliers de pères de famille sortent du parc. Ils vont pique-niquer sur le parking pour boire leur propre vin avec leur sandwich. Et souvent, ils ne reviennent pas l'après-midi. Le panier moyen s'effondre littéralement. Et dehors, c'est la révolte sociale. Les agriculteurs français, qui sont en guerre contre la politique agricole et l'influence américaine, trouvent en Disney la cible médiatique parfaite. Ils bloquent l'autoroute A4 avec des centaines de tracteurs. Ils déversent du fumier devant les grilles du royaume magique. Et ils construisent même une effigie en paille géante de Mickey et ils y mettent le feu. L'image est terrible, violente. Mickey brûle en France. Ariane Nouchkine, la grande dame du théâtre, lâche même sa phrase culte qui sera gravée dans les mémoires. Euro Disney est un Tchernobyl culturel. Le message est clair. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. En 1993, le rêve américain vire au cauchemar comptable. Disney perd de l'argent. Beaucoup d'argent. La dette cumulée atteint 22 milliards de francs. Le parc perd en moyenne 1 million de dollars par jour. C'est un gouffre financier. Mais comment le parc le plus visité d'Europe peut-il perdre autant d'argent ? La réponse tient en un mot. Royalties. C'est le piège invisible. Le contrat signé entre la filiale française et la maison mère américaine. Disneyland Paris doit verser un pourcentage de son chiffre d'affaires et non de ses bénéfices. Même quand le parc est dans le rouge vif et qu'il n'a pas de quoi payer ses factures d'électricité, il doit envoyer des chèques à la Californie. C'est une pompe aspirante qui vide l'économie locale. C'est là toute la différence avec le Gaulois. Astérix n'a pas de maison mère à Los Angeles qui le ponctionne. Il est pauvre, oui, mais il est libre. Chaque franc gagné reste dans l'Oise. Alors pendant que Disney est saigné à blanc par ses propres contrats, Astérix cicatrise. La fourmi est plus agile que le T-Rex malade. Michael Eisner, le grand patron de Disney, ne rigole pas du tout et il lance un ultimatum aux banques européennes. Restructurer la dette avant le 31 mars 1994 ou je débranche la prise. Je ferme le parc. Et si Disney ferme, c'est la honte internationale pour la France. C'est des milliers de chômeurs immédiats et les banques perdent tout leur investissement. Alors qui va sauver Mickey ? Un prince. Le prince Al-Walid, neveu du roi d'Arabie Saoudite. En 1994, il voit une opportunité en or dans ce désastre. Il accepte d'injecter des millions, mais il ne fait pas de cadeaux. Il impose un centre des congrès pour attirer une clientèle d'affaires la journée. Et il force le changement de nom. Fini Euro Disney, place à Disneyland Paris. Mais le parc était déjà à genoux. Un an plus tôt, en 1993, Disney avait déjà dû capituler sur son dogme le plus strict, l'alcool. Le vin est servi à table depuis cette date. La France a gagné une bataille culturelle grâce à la faillite, et le prince a sauvé les meubles grâce à son carnet de chèques. Et Astérix dans tout ça ? Pendant que le géant trébuche, le Gaulois a une illumination. Il arrête d'essayer de faire du sous-Disney avec des parades fauchées et des décors en carton-pâte. Ils comprennent quelque chose de fondamental sur la France que les Américains ignorent. La France, ce n'est pas que la féerie, les châteaux et les princesses. La France, c'est aussi la culture de la foire. C'est le bruit, c'est la fureur, c'est l'adrénaline brute. On aime le danger maîtrisé. Alors ils ont fait un choix radical. Ils ne pivotent pas contre Disney, ils pivotent vers eux-mêmes. Ils décident d'abandonner la féerie pour devenir le parc de la sensation pure. Alors en 1997, Astérix passe à l'offensive. Ils s'introduisent en bourse. Ils lèvent des fonds pour la guerre. Et avec cet argent, ils construisent une arme de destruction massive. Tonnerre de Zeus. Oubliez les tasses de thé qui tournent gentiment. Oubliez les manèges pour enfants. C'est une montagne russe en bois. 30 mètres de haut. 80 km/h. Pourquoi le bois ? Parce que c'est vivant. Ça vibre, ça craque. Ça fait un boucan d'enfer. C'est effrayant, c'est physique. Quand vous êtes dedans, vous avez l'impression que la structure va s'effondrer à chaque virage. C'est une sensation de danger que le métal froid et parfait de Disney ne pourra jamais vous offrir. Et pour bien marquer leur territoire à l'entrée de l'attraction, ils installent une statue géante de Zeus. Et dans un pur esprit de troll gaulois, si vous passez en dessous et que vous levez la tête, vous voyez qu'il porte une culotte à fleurs. C'est ça l'esprit Astérix.
irrévérencieux, gaulois. On se moque des dieux. Cette année-là, ils explosent leur record et font près de 2 millions de visiteurs. Ils ont trouvé leur public, les ados et les jeunes adultes. Mais la guerre ne se joue pas que sur les rails. Elle se joue aussi sur la culture. Astérix comprend vite qu'il ne pourra jamais rivaliser avec les parades millimétrées et féeriques de Disney. Ils n'ont pas le budget paillettes, alors ils choisissent la bagarre de rue. Et en 1996, ils lancent le spectacle Même basse sur la Joconde. Oubliez la danse, ici c'est une ambiance à la Belmondo. Des motos qui volent, des trains qui explosent, des cascades physiques, sales, bruyantes, et ça devient l'ADN du parc. L'action brute face à la chorégraphie aseptisée. Le spectacle devient culte et tourne depuis près de 30 ans. C'est aussi à cette époque-là qu'ils comprennent leur plafond de verre. La clientèle du soir. Alors ils lancent leur stratégie hôtelière avec l'hôtel des Trois Hiboux. Succès immédiat, 90% de remplissage. Et ils doublent la mise avec la Cité Suspendue, un village sur pilotis. C'est le début du resort pour capter les Belges et les Anglais qui viennent désormais dépenser en dormant sur place. Mais cette croissance a un prix. Le parc est racheté par la Compagnie des Alpes. Ce ne sont plus les créatifs bohèmes des débuts. C'est de l'industrie lourde. Ils gèrent les plus grandes stations de ski du monde, comme Tignes ou La Plagne. Et ils sont là pour la rentabilité. Mais c'est aussi l'époque des erreurs froides. Ils décident de réouvrir le bâtiment de l'Apocalypse fermé depuis 14 ans. Ils lancent le Transdémonium. C'est une tentative de train fantôme moderne pour faire de l'immersion, mais c'est un échec. Mal conçu, il vieillit mal, et en quelques mois, les visiteurs le dégradent. Il fermera définitivement en 2019. Astérix devient une machine à cash, mais le côté familial des débuts s'est un peu dilué dans les tableaux Excel. C'était prêt à payer pour survivre face aux géants. Mais cette industrialisation cache une cicatrice. Une blessure profonde que le parc n'oubliera jamais, et qui a forcé sa mutation. Juillet 2006, attraction descente du Styx. Un enfant tombe de la bouée. Il est aspiré par le courant des pompes et se noie. C'est le drame absolu. L'attraction ferme en urgence. Il réouvrira plus tard sous le nom de Romulus et Rapidus. Mais cet accident marque la fin de l'innocence bricolée. Le parc devient alors obsessionnel sur la sécurité. Ils installent des portillons automatiques partout. Ils revoient toutes les procédures. C'est tragique, mais c'est ce drame qu'a fait basculer Astérix dans l'ère du professionnalisme industriel strict. Et en 2009, ils enfoncent le clou avec Peur sur le parc. Historiquement, le mois d'octobre est une zone sinistrée pour les parcs de loisirs français. Il fait froid, il pleut, c'est mort. Astérix décide donc de transformer cette faiblesse en un enfer lucratif. Il lance sa saison d'Halloween. Mais attention, ils font pas du Halloween mignon avec des citrouilles qui sourient. Ils font du viscéral. Ils lâchent des acteurs avec de vraies tronçonneuses dans les allées. Et ils créent des maisons hantées, tellement gore qu'elles sont interdites aux moins de 16 ans. Disney est bloqué. Ils sont prisonniers par leur image familiale. Ils ne peuvent pas traumatiser les enfants de 5 ans qui viennent voir Mickey. Astérix s'engouffre donc dans la brèche et capte toute la clientèle des jeunes adultes. Résultat, octobre devient contre toute attente le mois le plus rentable de l'année. Mais la vraie révolution qualité arrive en 2012. Ils sortent le carnet de chèques. 20 millions d'euros pour Osiris. Ce n'est pas juste un grand 8. C'est un inverted coaster de chez B&M. La Rolls-Royce des constructeurs suisses. C'est fluide, c'est planant, et surtout c'est accompagné d'une zone Égypte ultra détaillée. C'est le début de la premiumisation. Astérix prouve à ce moment-là qu'il peut faire aussi beau que Disney. Il justifie enfin un prix du billet plus élevé. Nous voici aujourd'hui. Si vous allez au parc Astérix maintenant, vous allez être choqué. La Compagnie des Alpes a sorti l'artillerie lourde avec plus de 250 millions investis les 10 dernières années. La stratégie est claire. Attaquer avec du neuf et surtout ne plus tolérer l'à peu près. Et ce qui est en train de se passer est inédit. Pour la première fois, Astérix ne réagit plus face à Disney. Il anticipe. Ils ont même conquis l'hiver avec le Noël gaulois. Patinoire, marché de Noël, piste de luge. Le parc, qui fermait 5 mois par an, tourne désormais presque toute l'année, lissant ses revenus et fidélisant les familles. Prenez le cas fascinant de Tonnerre de Zeus. L'attraction mythique vieillissait mal. Ça vibrait, ça faisait mal. Ils ont tenté de le sauver une première fois en créant Tonnerre de Zeus, avec un 2. Ils ont mis des millions sur la table. Et pour la petite anecdote, ils ont poussé la blague jusqu'au bout en faisant voter les internautes pour les motifs du nouveau slip de Zeus. Mais soyons honnêtes, le résultat n'était pas à la hauteur. Malgré les nouveaux trains et le nouveau parcours, l'expérience restait trop brutale. Et là où le Disney de l'époque aurait laissé pourrir l'attraction pendant 10 ans, Astérix a réagi presque immédiatement. Ils ont admis que ce n'était pas assez bien. Il y a un inconfort qui est revenu et c'est pas possible d'en rester là. Donc ça a été une grosse contrariété pour nous parce que l'idée c'était pas d'y revenir 4 ans après. Et finalement, on va y aller, on va récraquer Tonnerre de Zeus. Cette fois-ci avec RMC. Cette fois, il confie le bébé au maître absolu du genre.
RMC. Pour les fans de parc, c'est comme si on annonçait que Spielberg venait réaliser le prochain film. C'est la garantie que le parc vise désormais l'excellence mondiale, quel qu'en soit le prix. À côté de ça, il continue de frapper fort avec le neuf. En 2023, Toutatis a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas un simple manège, c'est un launch coaster Intamin, un monstre de technologie qui détient le record de vitesse de France. C'est fluide, c'est moderne, c'est une machine de guerre qui humilie techniquement les montagnes russes vieillissantes de Marne-la-Vallée. Et avec les Quai Lutèce, élu meilleur hôtel à thème du monde, ils viennent désormais chasser sur les terres du luxe Disney, prouvant qu'ils peuvent faire du haut de gamme. Et pour l'avenir, les plans sont officiels. Ils sont en train de raser la vieille zone rue de Paris. En 2025, ils lancent 7 Automatics, une nouvelle machine rotative pour dynamiser l'offre familiale. Mais surtout, ils préparent Londinium, une zone entière et une attraction hybride mêlant Grand 8 et Dark Ride ultra immersif. C'est la preuve ultime qu'Astérix ne cherche plus seulement à faire des sensations. Ils viennent désormais chasser Disney sur son propre terrain, l'immersion, la thématisation et la technologie de pointe. Le petit village ne se contente plus de survivre, il est devenu une métropole européenne qui regarde l'avenir sans trembler. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette guerre de 30 ans ? Est-ce qu'Astérix a gagné ? Sur les chiffres, non. Disney reste intouchable avec ses 15 millions de visiteurs par an. C'est la première destination touristique d'Europe. Le T-Rex est toujours vivant et il est toujours aussi énorme. Mais Astérix a réussi l'impossible. Il a survécu. Mirapolis est mort en voulant copier les Américains sans en avoir les moyens. Zigofolis est mort en voulant innover sans trésorerie. Astérix a survécu parce qu'il a accepté d'être ce que Disney ne sera jamais. Français. Disney, c'est la perfection. Le contrôle absolu. La magie sous vide. Tout est propre, tout est scripté. Astérix, c'est la convivialité, la blague un peu lourde, le banquet, et parfois un peu de chaos. C'est le parc où on a le droit de crier, de manger avec les doigts, de se moquer de l'autorité. C'est un parc qui ressemble au français. Râleur, imparfait, mais terriblement vivant. En 1989, Astérix était une ombre minuscule face à Disney. Aujourd'hui, il n'est toujours pas plus grand, mais il est assez solide pour ne pas baisser les yeux. Le petit Gaulois n'a pas tué l'Empire, mais il a fait quelque chose de bien plus douloureux pour Mickey. Il l'a forcé à le considérer comme un rival. Et tant qu'il y aura un irréductible village gaulois pour résister, l'Empire ne dormira jamais tranquille. Alors si t'as aimé cette petite histoire, abonne-toi. La prochaine fois, on parlera de comment Nintendo a failli racheter Universal. Ou peut-être l'inverse, je sais plus.